Radio J. Les rendez-vous de la Viso. Lise Gutmann. Radio J. Maya Termination, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Alors ce matin, nous avons une invitée, Sarah Baruch, écrivaine pour le livre collectif 125 milliers, 125 et des milliers, un ouvrage collectif que vous avez pensé et conçu et paru chez Harper & Collins. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Elle le quitte, il la tue. C'est le féminicide classique. Lorsque la femme rejette le contrôle de l'homme, c'est là que la relation peut devenir fatale. Alors dans cet épisode de Viso à vivre, les femmes qui osent, je veux rendre hommage à ces femmes tombées sous les coups de leurs compagnons ou ex. On les appelle victimes de violences conjugales, mais pour moi, ce sont des héroïnes. Elles osent quitter une relation violente, malgré l'emprise, malgré les risques et malgré la vulnérabilité liée à parfois des mois ou des années de maltraitance. Alors, ce sont leurs histoires que raconte Sarah Baruch et ses co-auteurs dans son ouvrage collectif 125 et des milliers. 125 récits de vie de 125 femmes tuées par leurs compagnons ou ex, racontés par 125 personnalités. Alors c'est un ouvrage très fort, un corpus de récits intenses qui prend aux tripes et un hommage poétique à ces femmes. Mais ce livre, c'est aussi le témoignage personnel de Sarah Baruch que nous recevons aujourd'hui et un guide pour mieux comprendre les ressorts des violences contre les femmes au sein du couple. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire et diriger ce livre, Sarah Baruch ? Alors, c'est effectivement mon histoire, comme le disait Maya. Moi, je me suis enfuie de chez moi avec mon bébé de 16 mois sous le bras dans la nuit du 5 au 6 juin 2020. Après, pour moi, des années de relations très compliquées et où tout s'est encore intensifié avec la naissance de mon bébé. Et mes parents sont venus me chercher en pleine nuit parce que j'avais trop peur de contacter la police. Il se trouve que l'année d'avant, j'avais été blessée et que la police m'avait menacée de déclencher une enquête sociale. Donc j'avais eu très très peur qu'on me sépare de mon bébé. Et donc je ne voulais pas du tout avoir affaire à la police. Donc j'ai appelé ma famille et je me suis réfugiée pendant quelques mois chez mes parents. Et là, je cherchais à savoir si j'étais folle, parce que moi, comme je le dis dans le premier chapitre, je suis née dans une famille assez classique, avec un papa qui était immigré, mais qui s'est bagarré pour réussir dans la vie. Émigré d'où ? Tunisie, et une maman ashkénaze, donc qui est institutrice. Donc, si vous voulez, j'ai jamais manqué de rien. J'ai fait quasiment 10 ans d'études, j'étais indépendante financièrement. Je rentrais pas du tout dans les cases et les stéréotypes que je me faisais en fait des victimes de violences conjugales. Et donc je me suis dit, mais est-ce qu'il y en a d'autres, des comme moi ? Et à chaque fois que je me suis mise à chercher sur Internet, sur les réseaux sociaux, je tombais soit sur les articles de faits divers, qui sont assez morbides, assez macabres, et qui finalement ne parlent pas des victimes, ils parlent de la façon dont elles sont mortes, et les décomptes tels qu'ils sont présentés aujourd'hui par les associations qui font un super travail pour mettre en avant le poids en fait que ça représente. Et là, je me suis dit, mais il ne faut pas lutter contre les statistiques, on en a besoin. En revanche, on a l'obligation de les incarner. Une femme qui meurt tous les 2 jours et demi en France, oui, c'est horrible. Oui, mais ça veut dire en moyenne 125 par an. Et ce chiffre est très en deçà de la réalité. Ça, c'est ce dont je me suis rendu compte. Et donc, moi, je voulais raconter 125 femmes qui ne peuvent plus le faire. Alors, dans ces féminicides que vous avez étudiés, est-ce que vous voyez des récurrences, un schéma typique ou des choses qui ressortent de votre analyse ? Alors, comme vous le disiez très bien, généralement, une femme meurt quand elle s'en va. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où elle n'est officiellement plus l'objet de possession de celui qui pensait la posséder, que ça lui est tellement insupportable qu'il agit. Et généralement, qu'il agit vers le pire. Je me suis rendu compte aussi qu'il y avait peut-être une croyance dans un idéal amoureux que l'on retrouvait parmi toutes les victimes. Ce que l'on nous vend comme du romantisme à travers les contes, à travers l'éducation. Et c'est pour ça que j'ai voulu étendre. Il y a 4 portraits qui sont ce que j'ai appelé des portraits culturels, où je trouvais ça intéressant qu'une prof de français, qui est également écrivaine, nous raconte Carmen, qui est
purement et simplement l'histoire d'un féminicide qu'on continue à faire lire aux lycéens et d'aller voir à l'opéra. Qu'on parle des femmes de Barbe Bleue, parce qu'on continue de raconter Barbe Bleue, mais finalement personne ne sait comment s'appellent les femmes qu'il a assassinées, etc., etc. Donc il y a quelques portraits comme ça, historiques et culturels, parce que effectivement, le féminicide a cette spécificité qu'il est à la fois un problème de l'intime, ça se joue dans les foyers, mais c'est aussi un problème de société, un problème culturel qui dépend de la place qu'on attribue à l'homme et à la femme dans les relations amoureuses. Alors, dans votre ouvrage, vous avez à cœur d'individualiser les victimes de féminicide, vous donnez leur nom, vous racontez leur histoire, au-delà de la vision statistique, vous parlez de leur passé, de leurs rêves, de leurs ambitions. Et ça rappelle le travail de transmission, la mémoire de la Shoah. On a aussi envie de garder les noms, de parler de l'histoire des victimes de la Shoah. Alors, est-ce que vous aviez conscience de cela en travaillant votre projet ? Alors j'en avais tout à fait conscience puisque ça a été un élément déclencheur. Il y a d'ailleurs un chapitre qui fait partie de mes chapitres qui s'appelle La phobie des nombres, où je raconte que j'ai effectivement un papa tunisien, mais surtout une maman ashkénaze, que j'ai perdu grand nombre des miens, comme la plupart des juifs ashkénazes dans les camps, et que lorsque je me suis retrouvée comme ça dans ma chambre d'ado avec mon bébé de 16 mois, et que tout ce que je trouvais c'était des numéros de décompte de victimes, je me suis dit exactement comme ça, mais si ça s'était mal fini pour moi, je pense que ça aurait été une double peine pour ma famille, que non seulement je sois plus là, mais qu'en plus je sois un numéro. Il y a une phobie comme ça dans ma famille. Ce qu'ont fait les nazis, ça a été de désincarner, déshumaniser les juifs en leur ôtant leur identité. C'était la première étape. Alors je dis pas que les associations féministes, c'est ce qu'elles font, mais la conséquence pour les familles, c'est un peu ça. Parce que finalement, leurs proches, leurs filles, leur maman, c'est comme si elle n'avait pas existé. Tout ce qui reste, c'est le nombre de coups de couteau, les raisons qui ont poussé l'agresseur à faire ce qu'il a fait. Et elle était le 83e féminicide de l'année 2019. C'est tout. Et je me suis dit, mais ça, c'est injuste pour les familles. Et je le sais, parce que dans ma famille, on a grandi avec cette phobie-là. Donc, mon élan premier, ça a été de combler la brèche. Voilà, je veux pas m'insurger contre les statistiques, les numéros, mais je veux apporter ce qui manque derrière. En même temps, ça se fait dans la société française aujourd'hui avec, par exemple, les victimes des attentats. Tout à fait, mais le problème, c'est que ça s'est fait de façon ponctuelle. Effectivement, Le Monde a fait cette superbe fresque au moment des attentats du Bataclan. Le problème, c'est que les féminicides, en réalité, on parle de 125, mais c'est bien plus parce que, je vous donne un exemple. Oui. Le suicide forcé est reconnu comme un féminicide par la loi depuis 2020. C'est-à-dire que quand une femme est tellement poussée au désespoir qu'elle préfère mourir que de se laisser encore frapper, manipuler, terroriser. Et il y en a une dizaine d'exemples dans le livre. Eh bien ça, par exemple, c'est pas compté dans les statistiques. Si on les comptait, ce serait une femme qui meurt tous les jours. On ne compte pas la plupart des victimes collatérales. Quand l'assassin arrive chez les parents où la femme s'est réfugiée et qui tue aussi les parents, le papa fait pas partie des féminicides. Les enfants dont on sait que 30% seront plus tard des victimes, 30% des bourreaux, alors ça c'est de la projection, mais finalement ils sont quasiment pas comptés dans les statistiques. C'est pour ça que le livre s'appelle 125 et des milliers, parce que 125 c'est vraiment le sommet de l'iceberg. Alors ce livre, c'est aussi votre témoignage, comme vous nous le disiez tout à l'heure. Vous décortiquez les mécanismes insidieux de l'emprise qui font que la victime ne peut pas quitter la relation coercitive. Et je pense que l'emprise, c'est assez mal compris. Souvent, quand les personnes s'étonnent, ils se disent mais pourquoi n'est-elle pas partie ? Alors expliquez-nous un peu comment ça marche l'emprise. Pourquoi la femme ne peut pas quitter cette relation ? Alors effectivement, j'avoue que à chaque fois qu'on me pose la question mais pourquoi t'as fait un enfant si ta relation n'allait pas et pourquoi t'es pas partie, je suis entre l'envie d'éclater en sanglots et de frapper quelqu'un. Voilà. Ah non, pas vous quand même. Vous savez, je suis quelqu'un qui a été abîmé pendant 10 ans, donc je suis assez à fleur
fleur de peau. Ça ne veut pas dire que je Oui, passe à oui, l'acte. non, je plaisante. Ça ne bien veut pas sûr. dire que je passe à l'acte, mais ça veut dire que justement, en fait, la violence fait partie de l'humain. Et moi, je suis pas là pour dire que ça n'existe pas. C'est inscrit dans notre cerveau reptilien, c'est notre instinct de survie qui donne cet instinct. Après, qu'est-ce qu'on fait pour s'en empêcher ? C'est là que la culture entre en ligne de compte et l'équilibre mental. Une fois qu'on a dit ça, il est hyper important d'expliquer aux personnes que quelqu'un qui a été choqué par la violence est dans un état de sidération. Et Muriel Salmona, qui est la spécialiste française des chocs post-traumatiques, qui est une psychiatre, qui a fondé une association qui s'occupe à la fois des femmes victimes de violences et des militaires qui rentrent de la guerre. Donc pour vous dire que c'est du même niveau. Explique que finalement, lorsqu'on a été choqué par un mot, pas nécessairement par un coup, on devient spectateur de sa situation. Donc il est extrêmement difficile pour les victimes de ce qu'on appelle l'emprise, mais en fait c'est des victimes de violence tout simplement, de s'extraire de ce qu'elles vivent, puisque tout simplement elles vivent leur vie en spectateur. Et moi j'ai un exemple très concret et que je raconte dans le livre. À la fin du confinement, j'étais tellement sidérée par ce que je vivais que lorsque je voyais ma fille assister à ces scènes-là, je me suis dit un jour, mais c'est pas possible ce qu'il fait subir à la mère de Lala. Et je me suis dit les choses comme ça. Et là, je me suis figée, je me suis dit, mais c'est moi. Donc j'en étais arrivée à un stade où je m'excluais moi-même de ce que je vivais. D'accord, en fait, on est spectateur. On est totalement spectateur. Donc, de là à agir et à réagir, c'est impossible. Et puis, il faut savoir qu'avant l'emprise, il y a l'amour et l'attachement. C'est-à-dire que l'emprise n'arrive généralement pas à quelqu'un qui n'a pas de blessure narcissique. Ça ne veut pas dire quelqu'un de narcissique, ça veut dire qu'en psychologie, une blessure narcissique, c'est quelqu'un qui a un problème d'estime de lui-même. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a eu des blessures trop importantes, des blessures affectives, etc., et qui a du mal à s'accorder une valeur. Et c'est là-dedans que s'engouffre l'emprise. Puisque quand on est dans cette situation-là, on alterne entre l'envie de sauver le monde et l'envie d'être sauvé. Et dans sauver le monde, il y a sauver la personne en face de moi. Et généralement, les bourreaux sont pas des gens qui incarnent le mal, c'est aussi des gens qui sont le résultat d'une histoire. Moi, le père de ma fille a été le résultat de maltraitance, de problèmes dans la vie, de souffrances, et c'est ce qui a fait que je lui ai pardonné. Donc, on se rend même plus compte de ce qu'on vit parce qu'on comprend ce que la personne en face nous fait. D'accord, on pardonne en fait. On pardonne parce que dans un système en fait. Voilà, On fait système, voilà, on est là, mais je peux pas abandonner. Moi, mon père me disait, mais en gros, tu pouvais pas tirer sur l'ambulance. Et il a résumé ça, mais il m'a dit, mais chérie, pendant 10 ans, c'était toi ou c'était lui, parce que tu avais l'impression qu'il allait se pendre si tu le quittais et qu'il y avait que toi qui pouvais le sauver. Justement, vous parlez de votre famille et ça me permet de parler du témoignage qui m'a le plus frappé. C'est celui de votre mère. Vous l'entendez, vous racontez dans le livre, vous l'entendez au téléphone expliquer à quel point elle a souffert de vous voir enfermée dans cette relation dangereuse sans pouvoir agir. Alors, je voudrais savoir, vous qui avez été dans la situation d'emprise, on dit quoi à une personne sous emprise lorsqu'on est extérieur, qu'on voit les choses et on fait quoi ? Alors, déjà, la plupart des personnes qui sont victimes de violences n'ont pas conscience qu'elles sont victimes de violences. Parce que entre le moment où vous vous faites insulter à mort, bousculer et parfois frapper, et celui où on vous qualifie de victime de violences conjugales, il se passe énormément d'étapes. C'est-à-dire que moi, c'était des termes qui semblaient totalement étrangers à ma vie. J'ai halluciné quand la policière a mis ça sur la plainte. Ça pouvait pas être moi. Donc déjà, vous pouvez demander à une personne si elle a l'impression de subir des violences. Ça la fera réfléchir. Ensuite, il ne faut pas critiquer son bourreau. Parce que lorsque vous le critiquez, lorsque vous mettez les pieds dans le plat de cette façon-là, vous nourrissez le travail de sape que lui fait. Parce que généralement, un bourreau, on essaye de convaincre sa compagne qu'il n'y a que lui qui la comprend, que le monde entier sont contre eux, que personne ne l'aime lui et que du coup, elle ne peut pas le quitter, etc., etc. Donc finalement, quand vous répétez ces arguments à lui, vous lui donnez raison.
Donc c'est pas du côté du bourreau qu'il faut agir, c'est du côté de la faille narcissique, c'est-à-dire répéter sans cesse à cette femme que vous l'aimez, que vous ne la jugez pas, que vous êtes là pour elle, que c'est une personne extraordinaire qui est plus forte que ce qu'elle croit, etc., etc. Même si ça a l'air un petit peu bête, en fait ça l'est pas. Vous comblez la brèche dans laquelle la violence s'insinue. Alors, statistiquement, nous sommes toutes et tous en contact avec des victimes et des auteurs de violences conjugales. En fait, l'entourage n'ose pas se mêler et le résultat, c'est que tout le monde suppose et personne ne fait rien. C'est quoi pour vous l'attitude à adopter? Se mêler? Est-ce qu'il faut intervenir? Si oui, comment et à quel moment on considère que ça dérape? Alors, évidemment, vous pouvez intervenir s'il y a du danger et que vous le pensez. Vous pouvez faire un signalement. Ça n'aura pas grande incidence puisqu'un signalement ne peut pas être transformé en plainte. Ceci dit, vous allez faire basculer la femme et son compagnon dans le concret des choses. Il y aura une convocation au commissariat pour expliquer ce qui se passe. Enfin, moi, quand on a signalé ce qui se passait chez moi, je suis tombée des nues parce que j'avais pas du tout l'impression que je faisais partie de ces gens qui pouvaient avoir affaire à une assistante sociale et à des agents de police. Sauf qu'en fait, j'étais arrivée avec ma main cassée, mon bébé de 3 mois et demi qui aurait pu y passer si dans la chute j'étais tombée autrement. Et donc, cette convocation n'a pas été utile tout de suite, puisque finalement c'est 1 an après que j'ai porté plainte, mais ça m'a fait changer de dimension. Donc oui, un signalement peut être fait. Et vos parents, ils ne vous disaient rien? Mais bien sûr qu'ils me disaient, mais c'est bien le propre des personnes sous emprise, c'est qu'on n'entend pas. Et puis oui, surtout, on ne veut pas... En fait, l'emprise, c'est aussi de l'épuisement. Moi, rien que de parler de ce que je vivais à ma mère, ça me fatiguait. Rien que l'idée d'avoir encore une discussion lourde alors que je me faisais engueuler quasiment tous les jours pour rien, c'était au-dessus de mes forces. Donc, de moi-même, j'en parlais pas à mes parents. Quand ma mère essayait de m'en parler, je disais « Mais non, maman, tout va bien, t'inquiète pas, etc., etc. » Donc, on fait tout pour fuir ces discussions. Donc, ma mère, elle a essayé 2000 fois de m'en parler. Et puis moi, j'ai essayé 2000 fois de quitter le père de ma fille. Il ne m'a jamais laissé faire. Donc, c'est des situations extrêmement compliquées. Donc, oui, signalement, c'est possible. Rassurer sur l'amour que vous portez, l'absence de jugement auprès de la victime. Et déjà, ça, c'est pas mal. Alors, là, on parle de comment quitter une relation d'emprise, mais en tant que mère de famille, je me dis, qu'est-ce que je dis à ma fille pour éviter qu'elle tombe là-dedans? Comment on élève nos enfants pour éviter qu'ils soient victimes de bourreaux? Alors, c'est encore une fois une question de faille narcissique que vous ne pourrez pas combler, il faut l'accepter, parce que vous pouvez faire ce que vous voulez pour aimer votre enfant, l'aider à s'aimer tel qu'il est. Et en revanche, la société apporte son lot de difficultés. Moi, ma fille, j'ai beau l'aimer de tout mon cœur, lui dire qu'elle est merveilleuse, intelligente, etc. tous les jours, ce qui est déjà bien, parce qu'il y a des mamans qui le font pas. Donc oui, alors c'est pas qu'une question de beauté, c'est pas que t'es belle ma fille, mais t'es intelligente, t'es tellement forte, pareil pour un fils, etc. Donc ça c'est déjà bien, mais ça n'empêchera pas éventuellement un garçon de ne pas être autant amoureux d'elle que elle de lui, etc., etc., et tout ce qui nourrit les failles affectives. En revanche, ce que vous pouvez, c'est l'aider à être plus forte. Et ça veut dire l'aider à savoir qui elle est. Eh bien, c'est ce qu'on ne manquera pas de faire en lisant votre livre, 125 et des milliers, un ouvrage collectif pensé et conçu par Sarah Baruch. Maya Termination, merci. Sarah aussi. Et quand vous le souhaitez, dans le studio de Radio J. Au revoir. Avec merci plaisir. beaucoup. Merci.